La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Alors, chers amis, bonjour, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées, cette émission qui espère éclairer le débat public à la lumière des querelles intellectuelles. On aime croire que les droits de l'homme représentent l'horizon moral indépassable de notre temps. Ils seraient consignés dans de grandes chartes qui viendraient donner un nouveau fondement à la démocratie, et on ne saurait remettre en question leur souveraineté sans témoigner d'une forme de nostalgie autoritaire qui viendrait remettre les institutions communes au service de majorités hégémoniques et répressives. Pourtant, plusieurs s'inquiètent de ce qu'ils appellent le gouvernement des juges, qui étoufferait la vie démocratique et nous ramènerait, sans le dire, au temps du despotisme éclairé, qui s'exercerait au nom du progrès diversitaire. Qu'en est-il exactement? Est-il possible d'éclairer cette controverse? Quelles conceptions de la démocratie s'affrontent à travers ce débat? Qui est l'homme dont les droits de l'homme se veulent gardiens? Quelles conceptions du peuple sont en jeu à travers cette querelle? Pour débattre de cette question fondamentale, au cœur de la philosophie politique contemporaine, je recevrai Guillaume Rousseau, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui a développé au fil des ans et de nombreux articles une critique de la judiciarisation du politique, et Frédéric Bérard, enseignant en droit à l'Université de Montréal, qui a signé en 2014 un livre, La fin de l'état de droit, aux éditions XYZ, où il s'inquiétait des critiques de plus en plus nombreuses adressées à la philosophie des droits de l'homme. Et je commencerai avec vous, Guillaume Rousseau, avec la question thème de cette rencontre. Faut-il s'inquiéter du gouvernement des juges? Oui, tout à fait. Il faut s'en inquiéter pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, essentiellement, le gouvernement des juges, particulièrement depuis 1982, donc depuis la Constitution qui a été imposée au Québec par le Canada anglais, le gouvernement des juges occupe de plus en plus de place, une place politique, une influence politique de plus en plus importante. Évidemment, on pourrait faire des distinctions entre, parce que vous parliez de philosophie politique, entre le problème du gouvernement des juges, de manière plus abstraite, en philosophie politique, qui se pose un peu partout en Occident, et le problème plus particulier du Québec, du Canada, où je pense c'est encore peut-être pire qu'ailleurs. Donc, je vais un petit peu jouer sur les deux registres. Le problème de base avec le gouvernement des juges, évidemment, c'est que les juges, lorsqu'ils prennent des décisions qui relèvent proprement du politique, lorsqu'ils réécrivent des lois, des choses comme ça, ils n'ont pas la légitimité pour le faire. Ils ne sont pas élus. Alors que les législateurs, les parlementaires qui votent les lois, eux, sont élus. Et le problème est encore plus grave au Québec, puisque au Québec, eh bien, les juges sont nommés par le fédéral et ils sont les arbitres. Hein, vous savez, les juges sont ceux qui décident, par exemple, si une loi du Québec empiète sur le fédéral ou si une loi fédérale empiète sur les compétences du Québec. Et les juges qui sont les arbitres de ces questions-là, de la Constitution, mais sont nommés seulement par le fédéral et non pas par le Québec. Et c'est vrai même pour la Cour suprême, évidemment, mais aussi pour la Cour d'appel du Québec et la Cour supérieure. Alors que normalement, dans une fédération, l'État fédéré, comme le Québec, nomme ses propres juges de ses propres tribunaux. Si vous allez aux États-Unis, le juge de la Cour de New York est nommé par l'État de New York et non pas par les autorités fédérales à Washington. Alors qu'au Canada, c'est très centralisé au niveau de la nomination des juges. Tous les juges qui prennent des décisions politiques, Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême, sont nommés par le fédéral sans que le Québec puisse avoir une influence là, véritable. Donc, c'est encore plus problématique dans le contexte du Canada, du Québec, que cette question de la légitimité. Ensuite, il y a un aspect, je dirais, plus organisationnel, c'est-à-dire que un tribunal, une cour, fût-elle la Cour suprême du Canada, n'est pas équipé pour se pencher sur de grandes questions politiques, ne serait-ce que, donc, au niveau, si vous voulez, de l'accessibilité, c'est-à-dire que, et je donne toujours cet exemple qui est récent, qui est très parlant, la question de mourir dans la dignité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se penche sur la question de mourir dans la dignité au Québec, dans un système où il reste encore un peu de place pour la souveraineté du Parlement, versus dans un système encore plus marqué par le gouvernement des juges, donc au niveau fédéral. Au Québec, lorsqu'on se penche sur mourir dans la dignité, notre Parlement reçoit près de 400 groupes. Ils se promènent partout au Québec, une commission parlementaire très large, on entend 400 groupes, et plus de 15 000 personnes qui interviennent par courriel autrement. Donc, une très, très large consultation, évidemment. Des parlementaires de partout au Québec qui arrivent avec des sensibilités différentes et on trouve un consensus transpartisan à travers ça. En Cour suprême, au Canada, comment on règle ça? Pas dans les parlements qui ont à peu près pas débattu de ça. Ça se règle en Cour suprême et là, il y a
tout au plus une quarantaine d'intervenants. Et c'est beaucoup plus qu'à l'habituel. Donc, très peu d'intervenants qui peuvent se prononcer là-dessus. Donc, c'est beaucoup moins démocratique. Et même au-delà de la question de la légitimité, la richesse des points de vue, la richesse de l'analyse est moindre puisqu'on a un groupe restreint. Et enfin, je veux pas trop prendre d'espace, donc je vais terminer là-dessus. Puis derrière ce principe-là, ce problème-là, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire entendre en commission parlementaire, alors qu'il y a très peu de gens qui peuvent se faire entendre devant les tribunaux. Qu'est-ce qui explique qu'on peut se rendre ou pas devant le tribunal? C'est une question d'argent. C'est-à-dire que pour aller déposer un mémoire en commission parlementaire à Québec, un simple citoyen peut le faire. Ça coûte peu cher. On peut s'y rendre à Québec. Ça peut se faire par Skype ou quoi. Se rendre en Cour suprême, imaginez-vous, c'est des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Alors, qui sera en Cour suprême et plaide la fameuse charte qui est censée protéger l'individu, l'homme? Ce sont des grandes compagnies. La liberté de religion, le grand arrêt en matière de liberté de religion, c'est une compagnie qui a plaidé sa liberté de religion. Je sais pas vous, mais moi, quand je vais dans les lieux de culte, je vois rarement une compagnie en train de prier. Alors, vous voyez qu'il y a un vrai problème d'accessibilité à la justice et qui encore là, mine la crédibilité et la légitimité du gouvernement des juges. Alors, il s'agit d'un vaste tour d'horizon pour la question. Nous reviendrons sur tous ces points. Tout à fait. Frédéric Bérard, je tourne vers vous avec le titre même de votre ouvrage, La fin de l'état de droit. Qu'est-ce qui vous amène à redouter la fin de l'état de droit ou qui vous inquiète par rapport à l'avenir de l'état de droit dans la société québécoise ou canadienne? Mais plus largement, je crois que votre propos touchait plus largement les sociétés occidentales d'aujourd'hui. Tout à fait, la société québécoise et canadienne essentiellement. Guillaume a fait un vaste tour d'horizon que, comme vous disiez, il y a un paquet de trucs que j'aimerais adresser. J'imagine que ça se fera un peu plus tard, mais ce qui m'a amené à écrire ce livre-là, essentiellement, je pense qu'on est en 2013, où une étudiante dans un de mes cours de droit me dit devant tout le monde, monsieur, vous arrêtez pas de parler de la présomption d'innocence, mais voyons donc, vous êtes à peu près le seul à croire encore à ça aujourd'hui. Et là, ça m'a donné vraiment un coup de batte de baseball, passez-moi l'expression. J'ai dit, bon, si les étudiants en droit ont eux-mêmes enterré le concept qui est fondamental, qui est celui de la présomption d'innocence, on doit écrire quelque chose là-dessus. Donc de là, le petit livre qui est sorti en 2014, comme vous avez dit, où je dresse essentiellement des exemples, il y en a, je sais pas, 20 ou 25 à peu près, des exemples concrets, contemporains, où le politique viole lui-même la règle de droit. J'implique les médias là-dedans. J'essaie de faire la démonstration que notre société souffre d'un laxisme quant au respect de la règle de droit. Il y a une chose que je veux préciser, parce que ça va rejoindre le point de Guillaume, c'est que je ne parle pas en avocat légaliste qui s'excite avec la Constitution, qui ne voit rien d'autre. Pour moi, une vraie démocratie est fondée sur un vrai état de droit. Si vous n'avez pas un état de droit qui est sérieux, qui est respecté, c'est votre démocratie qui en souffre. Je peux poser la question, trouvez-moi une démocratie dans le monde qui n'est pas fondée sur un état de droit solide. Ça va être difficile d'en trouver une bonne. Ce qui veut dire que, pour venir aux éléments de Guillaume, quand il dit, la Constitution de 82, ça, je peux comprendre la crise de légitimité. Ça me semble assez évident que Québec, éventuellement, devrait signer celle-ci si on veut assurer une plus grande légitimité. Ça me semble assez évident. Ceci dit, par rapport à la légitimité des juges à l'heure actuelle, Guillaume m'a donné certains exemples en matière de partage de compétences, de chartes et ainsi de suite. Et là, j'aimerais rectifier certains faits qui me semblent importants. C'est facile de dire que la Cour suprême, comme disait Duplessis, c'est la tour de Pise, ça penche toujours du même bord, on sait bien, blablabla, blablabla. La réalité, c'est quand vous faites une étude exhaustive des décisions rendues en matière de partage de compétences depuis 15-20 ans, vous avez un billet qui est pro-Québec. Vous l'avez dans le renvoi sur le juge là-dedans, où la Cour vous parle de la culture québécoise, de sa société qui est distincte, et ainsi de suite. La Commission nationale sur les valeurs mobilières, la réforme du Sénat, et bon, bref, vous en avez plusieurs. Donc là-dessus, je trouve que c'est un peu facile de balancer ça. Et pour compléter peut-être pour l'instant, on parle toujours de la charte comme s'il y en avait juste une. Ça, c'est merveilleux parce que ça permet de viser, d'y aller à tir nourri sur Trudeau. La dernière fois que j'ai regardé, il y en a une charte au Québec qui s'appelle la charte québécoise, qui a été adoptée avant la charte canadienne et essentiellement reprend les mêmes éléments que la charte canadienne. Pourquoi? Parce que ces deux chartes-là, comme la plupart des chartes occidentales, émanent de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, vous arrivez sur le terrain le plus important, je crois. Vous parlez des chartes de droit. Vous nous dites qu'il n'y a pas de démocratie véritable qui ne soit pas d'abord un état de droit. L'état de droit étant défini, si je comprends bien, par le respect des chartes de droit. Notamment, oui. Ou à tout le moins, j'oserais dire leur sacralisation, mais c'est autre chose. La question que je me pose, et je me la pose toujours, est la suivante. Excuse-moi, Mathieu, est-ce que je peux faire juste une petite parenthèse rapidement?
je vais faire une nuance, en fait. Je ne dis pas qu'on doit absolument avoir une charte des droits pour protéger les libertés civiles. Je pense que ça aide beaucoup, évidemment. Mais mon point, c'est plutôt que s'il y en a une, vous pouvez pas faire comme si elle n'existait pas. Il ne faut pas la violer impunément. Donc, la nuance est quand même là. Je comprends très bien, mais je pose la question alors dans un autre cadre. Les chartes de droit, on nous les présente souvent comme le cadre, disons l'horizon, pour l'instant indépassable de la démocratie. C'est à l'intérieur des paramètres fixés par les chartes de droit que devrait se tenir le débat politique. Toutefois, les chartes de droit apparaissent à un moment dans l'histoire. À l'origine, il s'agit d'une décision politique. À l'origine, il s'agit d'une orientation politique qui est fixée d'une manière ou de l'autre. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance ici à éterniser les chartes de droit, comme s'il s'agissait d'une révélation religieuse, d'un texte sacré, interprété par de corrects interprètes, et le commun des mortels doit évoluer à l'intérieur de ça. N'est-il pas possible de critiquer la légitimité même des chartes de droit, ce que vous appelez l'état de droit, mais on pourrait distinguer les deux concepts, n'est-il pas possible de critiquer les fondements même des chartes de droit en disant qu'elles sont peut-être contradictoires avec l'idée même de la souveraineté populaire? Votre question est ultra pertinente. Préciser quelques affaires là, ici et là, je vais peut-être sauter un peu du coq à l'âne, mais essentiellement, effectivement, vous l'avez dit, la charte est née de la volonté du constituant. Qui est le constituant? Ben, c'est évidemment des assemblées législatives. Bon, dans le cas de Québec, lorsqu'il a adopté sa charte, ben, c'était l'Assemblée nationale qui a décidé d'en adopter une, point à la ligne. Donc là-dessus, ce sont les élus qui ont décidé de limiter les pouvoirs de l'État au profit du citoyen. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qui est important de dire, je pense ici, c'est que oui, on peut les critiquer, les chartes, ça va de soi, et contrairement à ce qu'on essaie de dire souvent, il y a un jeu de balancier entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif, parce qu'on s'entend qu'un souvent domine l'autre. Dans l'optique où, prenez l'exemple que Guillaume a soulevé tout à l'heure sur l'euthanasie, parce que moi j'appelle ça de l'euthanasie, qu'est-ce que dit la Cour suprême? Elle a donné un délai d'1 an au Parlement pour revenir avec une nouvelle loi. Ça, c'est la première chose. Donc, souvent, ce qu'on appelle le dialogue, une des thèses qui a été établi par Manfredi notamment. Et l'autre chose, et ça je pense que c'est ultra important, on l'oublie, ça n'existe pas dans le débat public, dans l'espace discursif québécois, je trouve ça déplorable, c'est la question de la clause dérogatoire. La clause dérogatoire, elle est prévue à la Charte canadienne, il y en a une aussi à la Charte québécoise. La réalité, c'est qu'à peu près jamais, sauf les premières années où la Charte canadienne a été adoptée, à peu près jamais cette même clause a été utilisée par Québec, la dernière fois étant depuis à l'arrêt Ford, à la fin des années 80. Pourquoi ça? Je sais pas, parce que c'est un mécanisme qui est constitutionnel, qui est prévu à la Charte comme tel, donc j'ai aucune objection. Et quand on dit à l'utiliser, et quand on dit, ben, vous savez, c'est pas légitime, c'est les juges qui décident, moi, ce que je dis à ça, c'est foutaise pour pas dire bullshit. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale peut très bien adopter la clause dérogatoire et dire cette décision du tribunal, je ne l'aime pas pour X raisons. Évidemment, la clause dérogatoire ne s'applique pas à tout. Aux articles 2, 7 à 15 sont quand même les garanties les plus importantes. Si on exclut les droits démocratiques et les droits linguistiques, pour la plupart, mais pour le reste, je veux dire, l'Assemblée nationale pourrait l'utiliser. Elle ne l'utilise pas. Pourquoi? Mon point là-dessus, c'est que je pense que l'Assemblée nationale sait qu'il y aurait une répercussion politique à utiliser cette clause dérogatoire. Et pourquoi il y aurait une répercussion politique à l'utiliser? Simplement parce que la population, de manière générale, est en faveur des décisions de la Cour. On peut parler de l'euthanasie, on peut parler de l'avortement, qui ont été des progrès sociaux qui ont été réalisés par la Cour suprême avec l'approbation de la population. Guillaume Rousseau, sur la question de la clause dérogatoire, si je ne me trompe pas, vous avez travaillé sur cette question. Oui, ben justement, si je voulais être un peu mauvais joueur, je demanderais à mon collègue quelles sont ses sources qui lui permettent de dire que la dernière fois que ça a été invoqué, c'était dans Ford. Je ne ferai pas cela. L'arrêt Ford, rappelez-nous. L'arrêt Ford, bon, c'est sur l'affichage, donc. L'affichage linguistique. Fin des années 80, donc la loi 101 qui. La loi 178, par exemple. Donc la loi 101 qui exigeait que on ait l'affichage commercial, hein, pas tous les affichages, l'affichage commercial qui soit exclusivement français, c'est déclaré inconstitutionnel parce que contraire à la liberté d'expression par la Cour suprême en 88. Et là. Prévu à quelle charte, Guillaume? C'était les deux en fait. Non. L'article 58 de la loi 101 sur la liberté d'affichage a été invalidé strictement en vertu de la Charte québécoise. Oui, mais vous me demandez la liberté d'expression est prévue par quelle charte? Je vous réponds les deux, mais dans ça devient de juriste déjà. Rangez vos dagues et rappelez-vous qu'il y a un public qui n'est pas fait simplement de gens qui ont leur doctorat en droit. Donc, bref, mon point est de dire que, donc, je vous rappelais, je répondais simplement à votre question, donc c'est ça, la clause dérogatoire avait été invoquée à ce moment-là. Mais, et je ne peux pas en vouloir à mon collègue de ne pas être au fait de l'utilisation de la clause dérogatoire, puisque il n'y a à peu près jamais eu d'études empiriques menées sur l'utilisation de la clause dérogatoire avant celle que j'ai menée pour l'Institut de recherche sur le Québec et que je vais publier dans les prochaines semaines. Et lorsque vous allez lire cette étude-là, qui sans doute vous intéressera au plus haut point, vous allez découvrir que
En fait, au Québec, la clause dérogatoire est utilisée très, très régulièrement. Je vous donne un exemple récent, le nouveau Code de procédure civile qui a été adopté en 2014, applicable depuis le 1er janvier dernier, 2 clauses dérogatoires. Parce que aux petites créances, il n'y a pas de droit à l'avocat, ce qui porte atteinte au droit à l'avocat. Et les procès sont parfois à huis clos, par exemple en matière familiale, ce qui porte atteinte au procès public. Donc, 2 clauses dérogatoires dans une loi un peu technique. Et pourtant, et là, on voit que la clause dérogatoire, à quel point c'est important parce que les petites créances, c'est l'accès à la justice. Et si on respectait de manière dogmatique les chartes, on n'aurait pas cet outil extraordinaire d'accès à la justice qui est la cour des petites créances. Et là, je peux continuer comme ça, plein d'exemples. Mais ça, c'est de la charte québécoise. Mais on vous en empêchera et on vous ramènera sur l'essentiel. La question de la clause dérogatoire pose généralement dans le débat public la question du conflit des légitimités. D'un côté, il y a la légitimité du Parlement, la légitimité du politique, la légitimité issue de la souveraineté populaire. Et de l'autre côté, il y a la légitimité issue des chartes de droit, la légitimité qui est censée, issue des droits de l'homme, qui est censée encadrer et baliser l'espace de la décision politique, l'espace du Parlement. La question que je vous pose, Guillaume Rousseau, mais je la poserai aussi à Frédéric Bérard ensuite, et je vous dirais, répondez-y en ayant à l'esprit qu'il n'y a pas que des juristes qui vous entendent. Y a-t-il un conflit potentiel entre la souveraineté populaire et le principe des chartes de droit? Et si oui, de quelle manière équilibrer ce conflit ou le trancher? Ouais, la manière de l'équilibrer, effectivement, ça nous ramène à la clause dérogatoire, d'une part. Et là-dessus, il faut effectivement, ça a été mentionné rapidement par mon collègue, mais il faut le dire, donc la clause dérogatoire, c'est ce qui permet de dire au Parlement, si la Cour suprême déclare que telle loi est contraire à la charte et donc invalide, inconstitutionnelle, moi, le Parlement, je décide que cette loi continuera quand même de s'appliquer et j'y insère la clause dérogatoire. Souvent, ça se fait de manière préventive, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut lire chez certains auteurs, ça se fait très souvent de manière préventive, et c'est ce qui permet donc ce dialogue. Ça, c'est d'une part, et là, la Charte québécoise, évidemment, est moins pire, donc tantôt, mon collègue disait Charte canadienne, québécoise, ça se ressemble beaucoup, très différent, parce que au niveau de la Charte québécoise, la clause dérogatoire s'étend à toutes les décisions, donc peu importe la décision du tribunal qui invalide une loi en se fondant sur la Charte québécoise, on peut invoquer la clause dérogatoire. On ne peut pas, dans certains cas, parce que finalement, derrière la Charte québécoise, il y a la Charte canadienne qui finalement, influence totalement l'interprétation de la Charte québécoise. Et l'autre point, c'est que si vous lisez bien la Charte québécoise, on dit une chose absolument formidable. On dit un certain nombre de droits, liberté d'expression, de religion, etc. Puis ensuite, il y a un article 9.1 qui dit les droits et libertés, en gros, là, je vais de mémoire, sont fixés par la loi. La loi en fixe la portée. Donc, donc, quand on lit la Charte québécoise, on comprend bien que oui, c'est une belle déclaration, une intention, c'est une invitation à agir pour le législateur. Ben oui, un législateur, ça doit respecter la liberté de religion, d'expression. Mais ensuite, tous ces beaux droits-là entrent en conflit les uns avec les autres. Si vous protégez trop le droit à la réputation, mais vous avez plus de liberté d'expression. Si vous protégez trop la liberté d'expression, vous avez plus de droit à la réputation. Donc, il faut fixer des balises. Et là, c'est de choisir qui. Puis dans la Charte québécoise, on comprend très bien à l'article 9.1 que l'objectif, c'est de dire le législateur, dans son infinie sagesse, pourra fixer ces limites-là, alors qu'à la Charte canadienne, à l'article 1, on comprend très bien que ce sont les juges nommés par le fédéral. Puis c'est pour ça qu'on leur donne le pouvoir, pour qu'ils puissent, à partir d'Ottawa, gérer ce qui va se passer au Québec. Et c'est vraiment très différent. Mais évidemment, parce que c'est la Cour suprême qui décide, c'est la Charte québécoise, malgré son libellé différent, malgré que le texte est très différent, elle est interprétée exactement comme la Charte canadienne la plupart du temps, et c'est malheureux, c'est un non-respect de la souveraineté du Parlement québécois et du peuple québécois. Frédéric Bérard, je vous repose la question autrement, en vous ramenant, en concrétisant cette question dans un débat auquel vous avez participé il y a quelques années, le débat sur la fameuse Charte des valeurs, pour laquelle vous n'aviez pas une tendresse exagérée. Non, ni même minime. Je me disais bien. Alors, dans ce débat sur la Charte des valeurs, un argument revenait souvent. On disait la Charte ne passerait pas le test le test du droit, le test des tribunaux. La réponse de certains était mais le droit ça se change. Le politique peut changer le droit. Le droit n'est pas un cadre une fois pour toutes fixé. Et vous étiez très sévère envers cet argument. Alors qu'est-ce qui vous amenait, je formulerai autrement, dans quelle mesure le législateur est-il autorisé aujourd'hui à s'emparer des questions brûlantes et à les traiter autrement qu'à travers la logique des droits? Oui. En fait, la question est encore pertinente. Camus disait que la démocratie, c'est pas la loi de la majorité, mais plutôt la protection des minorités. Est-ce que Camus a raison? Je sais pas, mais je pense que on doit garder ça à l'esprit dans un sens. Quand les constituants ont adopté ces chartes, puis ça, faut pas l'oublier, hein, c'est pas tombé du ciel. Puis Antonio Lamerre, l'ancien juge en chef de la Cour suprême, a déjà dit
Il dit, ben oui, moi, je suis obligé d'interpréter les principes de justice fondamentale. Il n'y a jamais personne qui me dit c'était quoi. Donc, nécessairement, les législateurs m'ont donné le mandat de. Ça, c'est la première chose. Si on vient à la charte des valeurs comme telle, pour laquelle j'étais tout à fait en désaccord pour toutes sortes de raisons, effectivement, le droit se change. Ça, je suis d'accord avec ça. Et je pense que c'est important de comprendre que ça devra toujours être un balancier ici. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec Larry Carter sur l'euthanasie. Dans l'optique où il va y avoir un dialogue, il va y avoir parfois la Cour suprême va laisser, passez mon expression, un peu de lousse. D'autres fois, elle sera plus sévère et ainsi de suite. Et on devra dialoguer à ce niveau-là. Dans le truc de la charte, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que celle-ci allait à l'encontre des obligations internationales du Québec. Le Québec avait ratifié le pacte relatif aux droits civils en 1976, si ma mémoire est bonne, et je crois que c'est l'article 20 de celui-là qui disait bon. Donc en d'autres termes, c'était pas juste un truc de droit interne. Et est-ce que maintenant on peut avoir le débat? Puis je reviens à votre question. Oui, mais on s'en fout à la limite. Oui, mais j'oserais dire, est-ce que vous n'esquivez pas un peu la question? Oui. Parce que l'idée d'un primat du droit international est posé, ça nous reconduit dans la logique de la judiciarisation du politique. Oui, j'allais compléter là-dessus en disant, ça revient à votre point. En d'autres termes, est-ce qu'on est prisonnier du droit? Est-ce que le droit sera à tout jamais statique et va réprimer la volonté démocratique? Si on prend le renvoi sur la sécession du Québec, qui est un renvoi que je pense auquel vous avez consacré un ouvrage tout récemment. Exactement, qui est exceptionnel à mon avis. La Cour vous parle des 4 principes constitutionnels sous-jacents et j'en parle rapidement parce que c'est important. Oui. Elle vous dit la démocratie, l'état de droit, la primauté du droit et le constitutionnalisme, qui est essentiellement la même chose, la protection des minorités et le fédéralisme. Laissez tomber le fédéralisme, là, et parlons ici de démocratie, d'état de droit et de protection des minorités. Elle dit que ces principes-là sont de valeur équivalente. Pour avoir une démocratie forte, ceci doit s'exercer à la lumière de l'état de droit, à la lumière de la protection des minorités. À l'inverse, l'état de droit ne peut pas se camoufler derrière une constitution écrite en disant ou non écrite en disant ben voilà c'est comme ça comme on fait actuellement en Espagne et qui est un sacré problème. Donc en d'autres termes, moi je pense que c'est un jeu de dynamique qui doit s'opérer ici. Sur la question de la charte des valeurs, à titre personnel, moi je voyais ça comme étant, pour être franc, là, quiconque me lu d'ailleurs le sait de toute manière, mais une stigmatisation d'une minorité pour se faire du capital politique. Donc de ce côté-là, est-ce que moi je vais embarquer là-dedans? La réponse je comprends c'est bien non. Ça c'est l'analyse politique, mais sur je comprends très bien. Il faut éviter de remettre la polémique de la Charte des valeurs dans le détail. Il y avait d'excellentes raisons d'être pour, d'excellentes raisons d'être contre, très certainement. Mais sur la question du principe, c'est-à-dire, est-il, par exemple, ce qu'on appelle les droits des minorités? Vous avez utilisé cette formule qui est tout à fait importante. Je poserai la question 2. La notion de droit des minorités, je constate, mais peut-être est-ce que je me trompe, qu'il y a une multiplication des droits aujourd'hui. Et de plus en plus, les revendications sociales ou identitaires des uns et des autres se traduisent dans le langage du droit. C'est-à-dire qu'un groupe social se présente dans l'espace public et plutôt que dans une logique, on pourrait dire, démocratique classique, inscrit sa revendication dans un projet commun, a tendance à présenter ses revendications comme des droits. Le propre des droits, c'est d'être absolu d'une certaine manière. Le propre des droits, c'est d'être non négociable. Les droits des minorités, est-ce qu'on n'a pas assisté à une multiplication des droits des minorités ces dernières années? Je limiterais ça. Quand vous dites que c'est pas négociable, c'est pas vrai. Parce que quand on parle d'accommodement raisonnable, il y a 2 termes. Il y a l'accommodement puis il y a le raisonnable aussi. Et les tribunaux, on peut être en désaccord avec certaines décisions. Je suis par exemple en désaccord avec l'arrêt Multani, le truc du poignard. Bon, ok, ça va. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux dire, il y a quand même certains exemples qui sont plutôt favorables. Et j'ajouterais quelque chose ici qui me semble assez pertinent. J'ai jamais dit que les droits étaient statiques et devaient demeurer comme ça. Si vous prenez l'exemple de la charte... Non, je sais que c'est pas une accusation, mais si vous prenez juste l'exemple de la charte des valeurs, parce que c'est ce dont vous avez référé tout à l'heure, moi, ce qui m'a le plus hérissé, et bien, il y en a plusieurs affaires qui m'ont hérissé le poil là-dedans, c'était l'espèce de tentative de modifier la charte québécoise sans consensus de l'Assemblée nationale, sans même avoir l'appui d'un parti d'opposition. Ça, on utilisait une charte, donc des valeurs, une loi ordinaire, pour modifier une charte qui est une loi quasi constitutionnelle. Ça, sans quelconque consensus, et je trouvais, parce que si on vient à votre point, oui, on peut faire évoluer le droit, mais encore faudrait-il que lorsqu'il est question de droit des minorités, qu'il y ait un minimum de consensus. Et ici, l'opération, c'était pas ça. Je ramènerai quand même la question tantôt. Qui définit ce qui est un droit des minorités et ce qui n'en est pas? C'est une question qui est assez obsédante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une revendication devient un droit? La question est magnifique. La réponse est toute simple. Il y a 9 personnes qui ont été nommées par le premier ministre fédéral qui s'appellent les juges de la Cour. Et c'est eux qui décident, tout simplement. C'est comme ça, c'est ça la vraie réponse en droit. Oui, mais en droit, c'est ça la vraie réponse. Je me rappelle du débat quand il y a eu le référendum sur les mariages homosexuels en Irlande.
Là, il y a plusieurs d'entre vous, notamment, là, qui avaient tapissé Facebook en disant, voyez, la preuve que la majorité peut protéger sa minorité. Ça, je comprends bien, mais c'est parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait si c'est l'inverse? Qu'est-ce qu'on fait si les juges se trompent? Qu'est-ce qu'on fait si les juges Mais se trompent? si les juges décident de ne pas respecter les minorités, comme quand par exemple la Cour suprême À ce décide moment-là, que... il y a la clause dérogatoire, encore une fois. Quand par exemple la Cour suprême décide que le rapatriement de la Constitution Guillaume, je suis compte désolé, le Québec... mais- Là, on peut pas rien faire, mais je Mais reviens. Guillaume Rousseau, je vous poserai une question. Frédéric Bérard a a affirmé que la Charte québécoise est quasi constitutionnelle. C'est une thèse qui est souvent avancée. Personnellement, je ne sais pas à quel moment dans l'histoire quelque chose est devenu quasi constitutionnel sans qu'on me consulte à ce sujet. C'est un peu technique. Mais j'aimerais vous poser la question, Guillaume Rousseau, qu'est-ce qui fait qu'on dit de cette Charte québécoise qu'elle est quasi constitutionnelle, ce qui lui donnerait donc un statut de surplomb par rapport aux autres lois? Donc, il y a la réponse plate, puis la réponse plus intéressante. La réponse plate, c'est à partir du moment où il y a un juge qui décide de dire que c'est quasi constitutionnel, ça le devient. Donc, ça, c'est la réponse plate, mais c'est quand même ça. Ensuite, sur un plan un peu plus technique, je vais essayer de pas être trop technique puis de vulgariser un petit peu. En fait, quand on parle d'une constitution, la différence entre une constitution et une loi ordinaire, il y a deux choses. Il y a que la constitution est au-dessus des autres lois. Donc, lorsqu'il y a une loi qui est incompatible avec la loi constitutionnelle, c'est la loi ordinaire qui doit être invalidée. C'est le cas de la Charte québécoise. Donc, il y a un article 52 qui dit que cette loi-là est au-dessus des autres. Ensuite, la deuxième caractéristique d'une constitution, c'est que pour la modifier, il y a une procédure une constitution rigide, là, normalement, une constitution au une sens... procédure de modification C'est ça, constitutionnelle. exactement. Donc, ça prend pas simplement la majorité du vote en chambre au Parlement. Et ce qui se passe pour la Charte québécoise, c'est qu'il n'y a pas une telle formule d'amendement, ce qui fait qu'elle n'est pas constitutionnelle au sens de rigide, de véritable constitution avec procédure d'amendement. C'est pour ça qu'elle est seulement Est-ce que quasi paradoxalement, on constitutionnelle. pourrait pas dire que ça fait sa supériorité sur la Charte fédérale? C'est-à-dire Ouais, tout à fait. qu'elle n'est pas en position de surplomb Exactement. C'est ce qui fait que le dialogue dont parlait Frédéric tantôt est possible en vertu de la Charte québécoise, puisque si les tribunaux se trompent en se fondant sur la Charte québécoise, le Parlement peut dire, bon, mais les tribunaux s'étant trompés, nous allons modifier la Charte québécoise pour faire en sorte que le prochain jugement sur telle ou telle question soit différent. Ce qui est pas toujours possible avec Frédéric la Bérard. Charte... je veux juste finir mon idée. Ce qui est pas toujours possible avec la Charte canadienne, puisque de un, bon, la Charte canadienne, d'abord, la clause dérogatoire, c'est pas pour tous les articles. Si vous êtes sur l'école anglaise, l'accès à l'école anglaise au Québec, vous pouvez pas invoquer la clause dérogatoire. Et ensuite, c'est très difficile de modifier la Constitution canadienne parce que ça prend plusieurs provinces et tout, et c'est très, très, très difficile, et c'est voulu, ce qui fait que le gouvernement des juges est beaucoup plus fort, puis c'est beaucoup plus rigide et moins démocratique au niveau fédéral, au niveau pan-canadien. Nous courons vers la pause, mais je donne la parole une dernière fois à Frédéric Bérard, car vous vouliez répondre. Je suis en désaccord parce que la Charte canadienne, c'est possible d'avoir un dialogue en vertu de celle-ci, du fait de la clause dérogatoire dont je parlais tout à l'heure. Oui, il y a des droits qui ne sont pas... Ben, je veux dire, le cas de Carter sur l'euthanasie, là, on l'a en pleine face, le dialogue, là. On peut se compter des histoires, dire que ça existe pas, mais là, on l'a. Un instant, Guillaume Rousseau. Juste pour compléter, oui, sur la Charte québécoise, elle est quasi constitutionnelle parce qu'elle prévoit avoir préséance sur les lois ordinaires. Donc, c'est pas un juge fédéral qui a décidé ça, c'est le Parlement québécois, l'Assemblée nationale. Et les deux dernières choses sur la clause dérogatoire, l'usage que Guillaume parlait tout à l'heure, il a raison de dire sur la question de l'accès à la justice et tout ça, mais ce ne sont pas, avec respect et avec égard, là, la même chose que parler d'euthanasie, d'avortement. Ces questions morales-là sont plus importantes à mon sens et ce qui fait que l'utilisation de la clause aussi est assez technique. Et le dernier, là, je pense qu'on doit aller à la pause, hein. Vous pouvez avoir le dernier 15 secondes. Très rapidement. Moi, si un gouvernement des juges, c'est la faute d'une personne, c'est la faute de l'Assemblée nationale ou du Parlement qui ne prend pas ses responsabilités. Vous avez le cas d'Uber actuellement. Vous avez le droit de grève étudiant. Vous avez un paquet d'exemples en ce sens-là où on laisse les juges déterminer parce que les politiciens n'ont pas le courage politique. Nous allons revenir sur toutes ces questions dans quelques instants après la pause. Je suis avec Frédéric Bérard et Guillaume Rousseau pour un débat. Faut-il craindre le gouvernement des juges? Alors, dans quelques instants. Vous êtes à l'antenne de Radio VM. Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour un échange, un débat musclé, corsé aujourd'hui autour de la question « Faut-il craindre le gouvernement des juges ?» Et nous sommes avec Guillaume Rousseau et Frédéric Bérard qui, sur cette question, ne s'entendent pas. Frédéric Bérard, vous avez dit quelque chose de tout à fait intéressant en disant certaines questions morales, certaines questions sociétales, certaines questions fondamentales
sont un peu au-dessus des questions de droit ordinaire, pour le dire ainsi. Et vous parliez du cas en Irlande en disant un référendum sur le mariage gay a permis à faire en sorte que la majorité a consacré les droits des minorités et tout ça. La question que je me pose, c'est dans la mesure où la plupart des questions politiques contemporaines peuvent être traduites dans le langage des droits. Qu'il s'agisse d'identité collective, qu'il s'agisse d'euthanasie, donc des questions morales ou anthropologiques, dans la mesure où chaque question peut être traduite dans le langage des droits. Est-ce qu'à terme, on ne risque pas de transférer vers les tribunaux toutes les questions fondamentales et de laisser finalement au Parlement des pouvoirs d'intendance? Oui. La réponse, c'est oui. Et où on s'entend pas, c'est à savoir qui blâmer. Guillaume et vous, probablement, blâmer le gouvernement des juges. Bon, ça va, moi je respecte ça. Mais moi, je dis pas que les juges rendent toujours des décisions parfaites, hein, cela dit. Mais moi, je blâme particulièrement les politiciens. Les enjeux moraux, aujourd'hui, ne sont plus déterminés par le politique, sont déterminés par les tribunaux. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise selon vous? Je sais pas si c'est une bonne chose, mais ce que je sais par contre, c'est que si ça n'avait pas été de la Cour suprême à la fin des années 80, l'interdiction d'avortement d'un point de vue criminel serait demeurée, en tout cas pour un certain bout de temps. La question de l'euthanasie, même chose. Est-ce que la population est d'accord avec la décision? En fait, la population ne l'a pas lu, là, mais est-ce qu'elle est d'accord selon les sondages? La réponse est oui, elle est d'accord avec l'euthanasie. Mais les mariages gays... la question des sondages, cela dit, je me permettrais... Parce que si je ne me trompe pas sur des questions qui me sont chères, charte des valeurs, et ainsi de suite, les sondages, alors évitons de les faire jouer un peu trop. Non, mais moi, je vous entends, et vous avez quelque chose de fondamental. Vous dites, sur ces questions-là, peut-être est-ce une meilleure idée, finalement, si je vous comprends bien, que les tribunaux sont-ils plus éclairés que le Parlement? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, je préférerais que ce soit les politiciens qui prennent leurs responsabilités. Regardez juste le truc d'Uber actuellement, là. Là, on dirait qu'on s'en va vers la 3e guerre mondiale. Montréal est à feu et à sang. En région, ils ne parlent que d'Uber alors qu'ils n'ont jamais vu un Uber de leur vie. Là, c'est si on règle pas la question. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'Uber? Mais quelle est l'idée derrière ça? C'est que le législateur ne prend pas ses responsabilités. Le droit de grève étudiant, vous avez Couillard, puis je dis pas que je suis contre, on s'en fout. Mais Couillard vous dit, il y en a pas. Mais vous regardez la loi, c'est pas clair qu'il y en a pas. C'est pas clair qu'il y en a non plus. Pourquoi le législateur ne prend pas ses responsabilités? Parce que ça va être difficile. Parce que quand le législateur veut les prendre ses responsabilités, dépose un projet de loi sur les valeurs québécoises, il y a des gens comme vous pour dire que c'est pas son rôle, que c'est pas mais c'est ça, mais c'est parce que vous dites d'une part le législateur prend pas ses responsabilités, il adopte pas des lois, c'est pour ça qu'on a un gouvernement des juges, mais quand le législateur prend ses responsabilités, s'attaque à une question fondamentale qui est celle des accommodements raisonnables, là vous dites que c'est pas légitime. Donc là ça marche pas là, je peux pas laisser passer ça. Ou le législateur est légitime, alors il l'est y compris sur les questions d'accommodement raisonnable et là il faut débattre sérieusement de ce projet de loi là, on peut discuter accommodement raisonnable Uber, c'est la même chose à votre avis? Non, mais c'est vous. C'est ce que j'essaie de dire. Ou le législateur est légitime ou il l'est pas. Un à la fois et sans arme blanche. C'est ma faute. On peut débattre du droit, puis moi je reviens à la question de Mathieu. Je suis d'accord pour débattre du droit, puis ça implique pas qu'on va être nécessairement d'accord ou nécessairement désaccord. On peut en débattre. Ici, c'est le processus comme tel. Et pour le reste, sur Uber, le droit de grève étudiant ou autre, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut pas mettre ça sur le même pied d'égalité que la question des droits des minorités, comme c'était le cas avec la Charte des valeurs. Vous faites une distinction tout à fait arbitraire, là, vous en êtes conscient. Évidemment que c'est arbitraire. Mais Frédéric Bérard, Guillaume Rousseau vous pose une question, et je lui retournerai ensuite, qui me semble, si je vous comprends bien, vous dites le gouvernement des juges, c'est à l'origine parce que le Parlement, c'est des responsabilités. Il n'a pas pris ses responsabilités. Il n'a pas accepté ses responsabilités. Doit-on comprendre que si le Parlement reprenait ses responsabilités, mais ça n'arrive pas nécessairement aux mêmes conclusions que les décisions de la Cour suprême, vous seriez favorable à cette réhabilitation du Parlement? Oui, dans un premier temps, mais là, je ferai une nuance qui est quand même importante. C'est qu'évidemment, je suis pas en train de dire que peu importe ce que fera le Parlement, la Cour suprême va faire, passer mon expression, du rubber stamping. Évidemment que la Cour suprême pourrait dire non, cette loi-là n'est pas constitutionnelle pour X, Y raison. Ça va de soi, je nie pas ça. La seule chose que j'essaie de dire, c'est qu'actuellement, la Cour suprême casque pour l'irresponsabilité du législateur, pas à 100%, mais en bonne partie. Qu'est-ce que vous entendez par irresponsabilité du législateur? Bon, prenez l'exemple. Jean Chrétien, au début des années 2000. Bon, évidemment, il y avait une mouvance pro-mariage gay au Canada. Chrétien, qui n'était lui-même pas très en faveur, s'est dit la chose suivante, tiens, on va demander à la Cour suprême de trancher pour nous, et par la suite, je vais me réfugier derrière la Cour suprême. Ça, c'est un exemple. L'euthanasie, je veux dire, encore une fois, je reviens avec l'arrêt Carter. C'est le Parlement qui a fait comme si ça n'existait pas, cet enjeu-là, et on laisse le soin à la Cour suprême. Et par la suite, on dit que c'est une bonne décision. Mais permettez-moi de vous poser une question encore avec certaine insistance. Oui. Si le Parlement décide de ne pas s'emparer d'une question, n'est-ce pas aussi son choix, c'est-à-dire de considérer que ce n'est pas une question prioritaire? Tout à fait. Mais là,
là, la relation est tripartite. Puis je m'explique. Il y a la Cour suprême, il y a le Parlement et il y a la population, le peuple, comme vous dites. Ouais. Donc, évidemment, cette relation-là est symbiotique en un sens et on souhaite, du moins, moi, c'est mon point, on souhaite que la volonté populaire, et de là, je trouve la faiblesse de l'argument contraire, et je vise pas Guillaume ici, mais de façon générale, c'est que la population est d'accord avec l'euthanasie. Je comprends qu'un sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais de manière générale, la population est d'accord avec l'avortement. Sortez dans la rue, allez faire une manif anti-avortement, voir comment ça va se terminer, cette affaire-là. Je vous le dis tout de suite, ça va finir assez mal. Faites une autre manif anti-mariage gay, vous allez voir comment ça va se terminer dans les médias. Donc, je pourrais vous donner un exemple, si je peux me permettre, un exemple français ici. Oui. Vous parlez des manifs anti-mariage gay, tout ça, on a connu tout le mouvement de la manif pour tous. L'originalité du débat français, par exemple, sur le mariage gay, et à tout le moins, c'est ainsi que je l'ai compris, c'est que c'était un débat où ça a été tranché politiquement. C'est-à-dire, le gouvernement, les socialistes avaient ça dans leur bagage électoral, ça faisait partie de leur programme. Ils l'ont imposé selon. Ils ont été élus, ça faisait partie du programme. Il y a eu une manifestation massive, mais ça s'est tranché en dernière instance politiquement. Et regardez par ailleurs le paradoxe de la chose, c'est que les opposants au mariage gay en France se référaient, eux, au droit et disaient que le Parlement n'avait pas le droit d'imposer le mariage gay parce que ça allait contre une certaine tradition de droit naturel inscrite dans la tradition juridique européenne. Le droit peut être utilisé d'un sens comme de l'autre. Totalement, et c'est là que je nuancerai ma propre nuance dans l'optique où... si je peux formidable formule. Non, mais dans l'optique où ce que j'expliquais, c'est que c'est une relation tripartite. Et ultimement, j'espère que les tribunaux vont être là pour agir comme rempart quant à la violation des droits des minorités. Évidemment, c'est arbitraire. Évidemment, on peut dire, oui, mais moi, j'aime mieux que ce soit la majorité qui décide. Moi, dans certains cas précis, comme par exemple les libertés prévues aux chartes de manière large, je préfère avoir un rempart. Je ne fais pas confiance en tout temps à mon Parlement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a adopté ces mêmes chartes et qu'on a demandé aux tribunaux, agissez comme rempart en faveur du citoyen. Là, évidemment, on peut s'obstiner sur le fait que, est-ce qu'à chaque fois, la Cour va rendre une bonne décision? Moi, je vais vous répondre tout de suite. C'est sûr que non. Parfois, je suis en désaccord avec des décisions de la Cour suprême, ça va de soi. Mais j'aime bien avoir ce rempart-là parce que dans notre système parlementaire, qui peut faire obstruction au premier ministre, qui est majoritaire en Chambre? La réponse, c'est à peu près personne. À Ottawa, le Sénat, on y pense même pas. Le vérificateur général non plus. Le gouverneur général, c'est une vraie farce. C'est ce qu'on appelle les électeurs, hein? Oui, mais... Vous l'avez peut-être oublié, mais... Non, j'ai pas oublié, c'est gentil, mais ce que je veux dire, c'est 4 ans, là, c'est un peu long, puis la démocratie s'exerce pas seulement dans un bulletin, par un bulletin de vote. Manifestation, puis qu'il y a d'autres moyens de procéder. Guillaume Rousseau, la question posée par Frédéric Bérard n'est pas insensée, c'est le moins qu'on se le dit. C'est-à-dire, peut-il y arriver des moments où le Parlement, soumis à la règle de la majorité, donc la souveraineté parlementaire, puisse violer, c'est un vocabulaire qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle les droits des minorités, et dans ce cas, est-ce qu'il y a un encadrement juridique qui peut limiter est-ce que le Parlement doit être tout puissant d'une certaine manière? Mais en fait, la vraie question, c'est qui a le dernier mot? Parce qu'évidemment, ça prend un dialogue, les tribunaux ont un certain rôle, le Parlement a un certain rôle. S'il peut arriver que le Parlement prenne certaines décisions qui portent atteinte à certains intérêts de groupes minoritaires, puis ça peut être malheureux. Et d'autre part, il arrive aussi que la Cour suprême prenne des décisions, puis ça porte atteinte à les intérêts de groupes minoritaires, et c'est malheureux. Donc, la question n'est pas là. La question est de la légitimité. Les élus ont la légitimité, le gouvernement des juges ne l'a pas. Et tantôt, Frédéric faisait reposer la légitimité du gouvernement des juges sur le fait que ces décisions sont conformes à l'avis majoritaire du peuple dans les sondages. Alors moi, je vous dirais, à ce moment-là, faisons plus de référendums, faisons directement trancher le peuple. Hein. Comme disait le général de Gaulle, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Donc, si on veut procéder comme ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais sinon, sur un plan plus technique, en fait, la vraie question, c'est qui a le dernier mot? C'est ça la vraie question. Puis le problème en droit canadien, c'est que lorsque c'est pas la clause dérogatoire, donc lorsqu'on est sur des questions aussi fondamentales que la langue de l'enseignement au Québec, mais le dernier mot, il appartient à des juges nommés par Ottawa dans un champ de compétences du Québec, et il n'y a pas de contre-pouvoir véritable parce que il y a pas de clause dérogatoire, il n'y a pas de possibilité véritable de modifier la Constitution canadienne. Donc là, on a véritablement un problème démocratique très grave qui porte directement atteinte à le fondement même de ce qu'est l'existence du Québec, qui est un État qui est là pour protéger un peuple, sa nation, sa culture, et on a un problème avec ça, avec le gouvernement des juges qui porte directement atteinte à ça dans plusieurs jugements. Donc mon collègue disait tantôt, depuis 10-15 ans, la Cour suprême est correcte avec le Québec, pas en matière linguistique. On continue cette œuvre de démolition de la loi 101, et c'est malheureux, et ça prouve que le gouvernement des juges est un problème grave aujourd'hui même au Québec, auquel la clause dérogatoire ne peut pas complètement pallier parce que l'article 23 y échappe. Alors Guillaume Rousseau, c'était non seulement un argument, c'était un plaidoyer, même un discours parlementaire. Mais Frédéric Bérard, vous êtes en désaccord manifestement avec cette idée sur le rapport entre
appelons ça dans le cas canadien, le gouvernement des juges et la loi 101. C'est-à-dire que certains disaient, je crois que c'est une formule de Stéphane Dion, qui disait que la loi 101 était une grande loi canadienne. Pourquoi? Parce qu'elle avait été civilisée par la Cour suprême, qui l'avait rendue peu à peu compatible avec le régime canadien. Est-ce qu'on n'était pas, cela dit là, devant un authentique conflit de légitimité entre une certaine vision portée par l'Assemblée nationale et une autre portée par le régime canadien? Excellente question. Puis je vous cite tous les deux dans ma thèse de doctorat à cet effet-là. Quel honneur! Non, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais évidemment pour rectifier peut-être ou nuancer certains éléments. Juste avant une petite parenthèse de rien, parce que je pense que c'est important. Quand Guillaume disait qui a le dernier mot, c'est une question fondamentale. Oui, et puis moi je vais répondre à ce moment-là. Si vous pouvez appliquer la clause dérogatoire, c'est-à-dire sur tout ce qui touche la liberté d'expression, religion, d'association, le droit à la vie, la sécurité, toutes les garanties en matière pénale, c'est le Parlement. Pourquoi le Parlement n'utilise pas la clause dérogatoire? Parce qu'il craint les représailles politiques, à mon sens. Ça, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, mais c'est la réponse à la question de Guillaume. Mais c'est vrai seulement pour le Parlement fédéral au Québec, on utilise la clause dérogatoire. On utilise la clause, en tout cas, pas sur la charte canadienne. Y compris de la charte canadienne. Un instant, cher Guillaume, poursuivez, Frédéric. Je suis pas d'accord avec le dernier point, mais j'imagine que c'est pas le débat. Ouais. En tout cas, j'enverrai les références à des lois récentes en matière de pension. Parlons de faits. Poursuivons. Donc, la charte de la langue française et le régime fédéral, donc la loi 101 et les jugements de la Cour suprême. Est-ce qu'on n'est pas devant une situation de contradiction des légitimités? Dans l'arrêt Ford, parce que là je vais être obligé d'en faire un peu, dans l'arrêt Ford, l'article 58 sur l'affichage unilingue français, cet article-là, et là la Cour le précise, c'est écrit noir sur blanc, l'article a été invalidé strictement en vertu de la Charte québécoise de la liberté d'expression, son article 3. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale du Québec avait adopté la loi concernant la loi constitutionnelle de 1982, qui est la clause dérogatoire au sens large, et la Cour suprême avait même reconnu le droit à l'Assemblée nationale d'adopter cette loi-là qui suspendait de l'application de la Charte canadienne toutes les lois du Québec. C'est quand même pas rien. Donc, cette loi ne s'applique plus aujourd'hui. Ne s'applique plus parce qu'on l'a invalidé. Pourquoi on l'a invalidé? Non, parce que un instant. Elle est arrivée à son terme au bout de 5 ans. Oui, puis on l'a pas renouvelé. Et pourquoi? Parce que tout ça s'est ramassé devant l'ONU, l'arrêt Ballantine, où les Anglo-Québécois sont allés se plaindre à l'ONU et ils ont eu gain de cause. Et par la suite, le gouvernement Bourassa, qui n'avait pas peur de la Cour suprême, mais qui avait peur du Comité des droits de l'homme de l'ONU, a décidé de ne pas renouveler la loi en question. Mais bon, ça c'est une chose. Si on regarde, et là je sens où Guillaume s'en va, les arrêts Solski et Nguyen sur les écoles passerelles, quand on regarde ça, dans le premier arrêt Solski, on laisse le soin au Parlement de réécrire. En fait, c'est pas vrai. Dans Solski, on demande au Parlement réinterpréter votre règlement là pour y ajouter un volet qualitatif. C'est quand même pas la fin du monde. Et dans l'arrêt Nguyen, on donne 1 an au Parlement pour adopter une autre loi. Dans le débat sur les écoles passerelles. Tout à fait. Le débat sur les écoles passerelles qui permet à des gens de se soustraire à l'obligation de fréquentation scolaire de l'école française en passant pendant un temps dans une école anglaise non subventionnée. C'est exact. Merci de la précision. Et vous avez parfaitement raison. Et je pense que l'exemple finalement est important parce que dans Nguyen, justement, on a donné 1 an au Parlement à Québec pour réécrire sa loi, ce qu'il a fait avec la loi 115. Et ça, c'est assez clair que la loi 115 est plus sévère qu'était la loi 104, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2015, c'est-à-dire l'année dernière, il y a seulement 55 étudiants au Québec qui ont pu bénéficier des écoles passerelles alors qu'on parlait de 1000 il y a de ça quelques années. Donc, quant au terme, on a ici un autre exemple du dialogue où Québec est très conscient des dangers d'y aller trop fort avec le fait français au Québec. On essaie de donner une chance alors qu'à l'extérieur du Québec, la Cour suprême a fait exploser les droits des Franco-Québécois. D'ailleurs, ma thèse porte en bonne partie là-dessus. Ils ont pu bénéficier d'une espèce de lecture ultra généreuse de la Cour suprême en termes de réparation et autres, alors que lorsqu'elle est au Québec, elle fait toujours attention, la Cour suprême, en gardant à l'esprit justement l'espèce de sensibilité par rapport aux faits français. Donc, quand on parlait de faits, évidemment, on faudrait lire nos ouvrages respectifs, mais je suis assez d'avis, en tout cas du moins j'espère avant ma soutenance avoir raison, que la Cour suprême est allée d'une asymétrie quant à la protection du fait linguistique au pays. Ce qui est intéressant dans l'histoire du droit linguistique, c'est qu'on remarque en fait, avant le mouvement souverainiste, donc avant les années 60, il y en avait pas de droit linguistique pour les francophones des autres provinces à peu près, sauf au niveau de la langue au Parlement fédéral et tout. Par exemple, au Québec, on est obligé d'avoir des lois bilingues. Puis les deux versions ont la même valeur, alors qu'au Parlement à Québec, on débat seulement en français. Donc la version anglaise n'a pas de légitimité démocratique devant les tribunaux. Elle peut même être utilisée contre la version française. Donc c'est problématique. En Ontario, il n'y a pas ça. En Ontario, il n'y a pas ça. Donc les Franco-Ontariens n'ont pas ce droit-là qu'ont les Anglo-Québécois. Mais par contre, c'est vrai que les droits des francophones des autres provinces ont évolué. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement souverainiste dans les années 60. Et là, il y a eu la commission
Laurando Dundon qui a recommandé qu'il y a sur le bilinguisme et que ça a donné ensuite Trudeau a été élu contre le mouvement souverainiste. En fait, la loi sur les langues officielles, ensuite il y a eu la Constitution 82 et tout ça a été une réaction à la montée du mouvement souverainiste. Et lorsqu'on a vu le mouvement souverainiste s'écraser au milieu des années 80, là il y a eu des arrêts extrêmement restrictifs de la Cour suprême contre les droits des francophones des autres provinces. Et ensuite, là, avec la montée du mouvement souverainiste dans les années 90, là la Cour suprême a redécouvert que c'est important les droits des francophones des autres provinces. Et là, depuis que le mouvement souverainiste est à nouveau dans un creux de vague depuis quelques années, on a assisté à des jugements très défavorables aux droits des francophones des autres provinces, au niveau de la langue des lois en Alberta, au niveau des écoles au Yukon. Donc, autrement dit, c'est le politique. La Cour suprême est un tribunal politique qui, oui, va donner des droits aux francophones des autres provinces, pour autant que les francophones du Québec soient debout et mobilisent pour les droits de manière politique et menacent l'ordre constitutionnel canadien dans son intégrité territoriale. Alors là, oui, le couteau sur la gorge, la Cour suprême consent à nous donner certains droits à nos cousins des autres provinces. Frédéric Bérard, Guillaume Rousseau nous propose ici une interprétation singulière de l'histoire récente du jugement de la Cour suprême. Si je comprends bien ce que nous dit Rousseau, ça vient de Mendel, Michael Mendel, bien sûr. Bon. Alors, son livre publié en 96 au Montréal, je crois. Et je le mets à jour, puis ce qui est bien, c'est que la mise à jour permet de dire que son hypothèse est toujours valide à la lumière des derniers développements. Mais cela dit, la thèse de Rousseau est la suivante. La Cour suprême modèle son interprétation, son interprétation du droit en fonction du contexte politique. Est-ce que c'est une thèse que vous accepteriez sur le plan descriptif? Et si c'est vrai, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a une relativité des droits fondamentaux, finalement? Je suis pas du tout d'accord avec Guillaume d'un point de vue factuel, parce que ce à quoi il faisait référence, c'est la trilogie de 1986. La dernière fois que j'ai regardé le mouvement souverainiste en 1986, était à peu près inexistant. C'est assez ordinaire. Mais pour le reste, le renversement de la trilogie ici, ça n'a rien à voir avec le mouvement, la vitalité du mouvement souverainiste. C'est Bastarache qui était un juge qui a été nommé là par Chrétien volontairement pour donner un essor aux droits des Franco au Québec. Et là-dessus, donc les nominations sont politiques, c'est intéressant. J'ai jamais nié le contraire. Là, je veux dire, un instant, chers amis. Guillaume même ça me faire dire l'évidence, mais je la nie pas. Un jour, vous serez les deux au Parlement et vous esquinterez. J'en doute. Mais attendez un peu après ça. Guillaume, oui, pas moi. Mais ça me fait rire un peu parce que Guillaume a parlé de nos cousins des autres provinces. Ça, je trouve ça, là, franchement, c'est gênant, cette formule-là. Le gouvernement du Québec, savez-vous combien de fois le gouvernement du Québec est allé plaider en Cour suprême en faveur des Franco hors Québec depuis 1982? La réponse est 0 fois. Savez-vous combien de fois le gouvernement du Québec est allé plaider contre les Franco hors Québec? En Cour suprême, la réponse, c'est 3 fois, notamment dans l'arrêt commission scolaire du Yukon qui vient d'être rendu récemment. Je vais répondre à ça quand même. Oui, mais pas trop longtemps. Vous allez me dire que les Franco hors Québec sont allés plaider contre... Exactement. Mais il y a 3 Franco un instant. Juste dire que c'est quelque chose qui se joue à deux. C'est-à-dire qu'il arrive que le procureur général du Québec plaide contre les droits des francophones des autres provinces. Il arrive aussi que les lobbies des francophones des autres provinces viennent plaider contre la loi 101 au Québec. C'est un problème et ça se joue à deux. C'est pas le méchant Québec et les gentils francophones des autres provinces. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi il y a ça? C'est à cause de la Charte canadienne. Parce que l'article 23 de la Charte canadienne met sur le même pied, dans le même article, le droit des anglophones à des écoles au Québec et le droit des francophones à des écoles dans les autres provinces. Ce qui a absolument rien à voir au niveau factuel, parce que les anglophones sont hyper privilégiés, ce qui est pas le cas des francophones. Donc, le Québec a pas le choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les droits des francophones des autres provinces progressent, ça fait reculer les droits du français au Québec. Donc, forcément, le gouvernement du Québec protège l'essentiel du berceau de la francophonie, qui est le Québec. D'ailleurs, les seuls endroits où les francophones peuvent vraiment s'épanouir, c'est dans l'Ontario francophone, le Nouveau-Brunswick, près du Québec. Donc, défendre le français au Québec, c'est défendre aussi le droit des autres francophones qui ont besoin du marché québécois puis de la puissance du français au Québec pour pouvoir survivre. Donc, indirectement, c'est leur rendre service, mais c'est un piège que cet article 23 de la Charte canadienne qui met sur un pied d'égalité puis qui force le Québec à plaider contre les droits des francophones. C'est un piège tendu par Trudeau. Le Québec est tombé dedans. Il faudrait revoir les relations Québec et francophones des autres provinces de manière plus stratégique. Là-dessus, je suis d'accord avec mon collègue, mais c'est vraiment un piège tendu par c'est la logique de l'article 23 qui est là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait plaider davantage la symétrie. Si c'est votre conclusion, là, je pourrais peut-être aller avec vous. Puis c'est vrai, il y a une vraie réflexion à faire là-dessus. Alors, chers amis, il nous reste peu de temps, une dizaine de minutes à peine, et j'aimerais vous ramener sur les fondements même de cette querelle, telle qu'elle s'applique ailleurs aussi dans les sociétés occidentales. La question de ce qu'on appelle à tort ou à raison le gouvernement des juges, la judiciarisation du politique, le primat de l'état de droit, il y a différentes formules pour nommer la même chose selon nos sentiments respectifs. Ça cause néanmoins débat un peu partout. Vous parliez tantôt, Frédéric Bérard, des obligations internationales, donc qui corsettent la souveraineté souvent. Rousseau évoquait tantôt, et il n'est pas le seul, différentes
stratégies qui ont été évoquées au fil du temps pour chercher à réhabiliter la souveraineté populaire. Pour les uns, il s'agit de renforcer la souveraineté parlementaire, c'est ce que vous suggériez tantôt par rapport à la clause non-obstant. D'autres proposent de généraliser l'usage du référendum. C'est un peu l'exemple suisse qui peut donner de beaux et de moins beaux résultats, mais qui consiste à dire le peuple, en dernière instance, ressaisit sa souveraineté par la généralisation du référendum. Est-ce que vous seriez favorable pour, rééquilibrer l'esprit de nos institutions à une généralisation du référendum sur les fameuses questions morales et sociétales que vous évoquiez tantôt, auxquelles vous prêtiez une importance toute particulière? Devant ces questions fondamentales, est-ce qu'en dernière instance, le peuple en référendum n'est pas plus qualifié que le juge? La question est pertinente. Vous remarquerez que je parle toujours d'état de droit et non pas de primauté du droit. Il y a une raison à ça. C'est que plusieurs juristes parlent de la primauté du droit comme si c'était une fin en soi, ce qui n'est pas mon cas. Et ça m'amène à répondre à votre question. Sur la question des référendums, j'ai toujours été un peu ambivalent et je le suis encore dans l'optique où, évidemment, je veux que le peuple puisse s'exprimer. Je reconnais une certaine sagesse populaire qui a ses limites, cela dit, dépendamment des circonstances. Et d'un autre côté, et je me dis, bien évidemment, la loi serait davantage légitime et laissons même tomber le Parlement à ce moment-là, si le peuple dictait lui-même, en un sens, les termes de la loi. Cela dit, tout ceci a ses limites et si on regarde certains exemples, par exemple en Colombie-Britannique, on ne peut pas tenir de référendum sur des questions qui touchent justement les droits fondamentaux. Pourquoi? Parce que l'essence même d'une charte, à mon sens, des droits fondamentaux en question, depuis 1948, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est justement assurer de mettre à l'abri les minorités de la majorité. Et n'oublions pas qu'on est toujours un peu la minorité de quelqu'un. Là, évidemment, dépendamment des époques, dépendamment de où on se trouve dans l'histoire, on peut être une minorité aujourd'hui, ça sera pas nécessairement le cas demain, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que ma réflexion est encore, puis je veux pas répondre en politicien, j'aime l'idée d'ajouter une plus grande légitimité à l'appareil législatif. Ceci dit, je ne suis pas certain que la question du référendum sur les questions morales soit la seule avenue possible, ni même la meilleure. Non, je ne demande pas ça. Je demande si c'en est une légitime. Parce que le propre du référendum, c'est de dire que deux réponses sont possibles. Qu'un choix. Guillaume Rousseau, je me tourne vers vous. Oui. Est-ce qu'une généralisation de la pratique référendaire, qu'il soit d'initiative populaire ou non, pourrait contribuer à revitaliser nos démocraties? Tout à fait, mais à une condition. Ça doit se faire dans un État où le peuple est éduqué, c'est-à-dire où il y a un système d'éducation qui est accessible et qui est de qualité, ce qui est le cas au Québec. Mais dans un endroit où les gens n'ont pas accès à l'éducation, de les amener à se prononcer sur des questions complexes, ça peut être un peu plus difficile. Mais dans un endroit où, comme le Québec, on a un système d'éducation où on a des cours de philosophie au cégep, où on a des cours d'éducation à la citoyenneté, je pense que d'ailleurs c'est dans la philosophie républicaine. En France, on dit c'est le lycée, le cours de philosophie avant le droit de vote. Donc tout ça est parfaitement cohérent. Mais si je comprends bien, pardonnez-moi, cette réponse me surprend. Dans certains États américains, par exemple, où il n'y a pas un système d'éducation publique aussi développé que le nôtre, où on pourrait même quelquefois s'inquiéter, où le créationnisme est présent à l'école et tout ça, et il y a le référendum d'initiative populaire en certains endroits. Comment peut-on distinguer le seuil d'éducation suffisant pour un peuple pour avoir le droit de se prononcer sur son destin? Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une éducation élémentaire là, jusqu'à vers 15 ou 16 ans qui est accessible réellement, gratuite idéalement ou très accessible, ça pose pas de problème. Mais je veux pas aller sur les modalités, les détails au Texas ou ailleurs. Vous comprenez mon... Mais vous noterez néanmoins qu'il y a une ambiguïté à cette idée, un peuple suffisamment éduqué pour se gouverner lui-même. Ouais, mais qui jugera du niveau d'éducation? Mais comme je vous dis, ça prend une éducation, alphabetisation, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas 49% d'analphabètes fonctionnels au Québec? Non, je ne pense pas. Non, mais là-dessus, c'est ce que les études démontrent, en tout cas. Je veux dire, si on a un système d'éducation très fort, puissant et efficace, franchement, en tout cas. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a quand même un bon système d'éducation. Mais là-dessus, je veux aller sur quelque chose de plus fondamental. Ce qui m'apparaît être une contradiction fondamentale dans le discours de mon collègue, mais plus largement des gens qui défendent le gouvernement des juges. C'est-à-dire que les droits fondamentaux, pourquoi on est pour les droits fondamentaux? Je vais vous donner ma réponse, puis peut-être que ce sera différent pour vous. Moi, je suis pour les droits fondamentaux parce que je crois fondamentalement à la dignité et à la raison de chaque être humain. Je pense que même les gens plus modestes ou quoi, à partir du moment où il y a un minimum d'éducation, évidemment, puis c'est le cas au Québec, c'est le cas à peu près partout en Occident, je crois fondamentalement à la dignité et à la raison de chaque être humain. J'y crois tellement que je pense que chaque être humain devrait avoir la liberté de religion, la liberté d'entreprendre. Et je pense que mon collègue est d'accord avec ça. Mais là où il devient en contradiction, c'est que lui, il est pour la dignité, la raison de chaque être humain,
humains, au point de leur donner la liberté de religion, d'entreprendre, etc. Mais il dit, par contre, on veut pas leur donner un droit de vote, un droit à l'autogouvernement, sans gouvernement des juges, parce que on craint que ces gens-là vont vouloir, par leur droit de vote, opprimer les minorités. Mais si vous pensez que les gens sont assez sots, assez malveillants pour vouloir utiliser leur vote pour opprimer les minorités, mais à ce moment-là, donnez-leur pas le droit de vote, mais donnez-leur pas non plus la liberté de religion, la liberté d'entreprendre. Donc, autrement dit, soit on croit à l'être humain comme étant digne et raisonnable, puis là, on lui confère tous les droits fondamentaux, dont le droit de vote sans être sous la tutelle des juges, ou on ne croit pas à l'être humain. Et à ce moment-là, il faut effectivement le mettre sous la tutelle des juges, mais il faut aussi lui retirer les autres droits fondamentaux. Le temps va bientôt nous manquer. Alors, c'est le même citoyen. Deux petites choses et je finis là-dessus. Juste, premièrement, corriger une erreur factuelle. Si vous êtes au Parlement à Ottawa, vous pouvez vous adresser au président de la Chambre en français et le français a valeur, est une langue qui a une valeur officielle. Même chose en Ontario. Le contraire. Ben, j'avais compris. Même chose en Ontario. L'article 133, excusez-moi. Répondez à la question. question. Pas pour l'Ontario, Guillaume, pour le toi qui es pour, vous qui êtes pour la dignité et tout, j'imagine que vous êtes pour les mariages gays. Oui, effectivement, j'ai pas de Qu'est-ce qu'on fait si on tient un référendum demain où 62% des Québécois se prononcent contre le mariage gay? Ben, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait une campagne. Mais moi, je pense que si on fait un référendum sur le mariage gay, parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il y a un débat, je pense que pendant un débat sur le mariage gay, la raison va l'emporter, les arguments qui vont être mis de l'avant. Même s'il y a un sondage qui dit demain matin que le mariage gay ne l'emporterait pas, je suis convaincu. Êtes-vous contre la peine de mort? Je pense que s'il y a un référendum, je suis contre la peine de mort. 68% des Québécois sont exactement. Puis s'il y avait un référendum, puis qu'il y avait des arguments qui étaient sortis par le référendum, c'est le non à la peine de mort. Le peuple aura raison parce qu'un référendum, quand on fait confiance au peuple, on l'éduquerait, on dirait, ben savez-vous, dans les systèmes, il y a la peine de mort là, il y a ce qu'on appelle des erreurs judiciaires. Les gens ne savent pas ça. Mais un coup qu'on fait un référendum là-dessus, les gens l'apprennent. Si je peux me permettre, virer de bord. Donc il faut avoir confiance au peuple, même s'il y a des sondages plus ou moins bien faits qui nous donnent des résultats. Vous sauvez un peu ici de l'objection très juste de Frédéric Bérard, c'est-à-dire si on donne le pouvoir au peuple, il peut trancher et pas nécessairement dans le sens qui sera votre souhait ou le mien. Oui, mais c'est pas mon souhait. Moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'il y a un référendum puis qu'on fait des arguments, c'est le meilleur argument que la peuple. Ça se peut que moi je me trompe, ça se peut que sur une question pointue, moi je sois de telle opinion X puis que je me défende. Mais lorsqu'il y aura un référendum, les arguments sortent. C'est un extraordinaire exercice d'éducation populaire et le meilleur argument l'emporte à la fin. Puis ça se peut que ce soit pas le mien. Puis je l'accepte parce que je fais confiance au peuple, je fais confiance à la raison, à la dignité de chacun des citoyens. Alors que donc on pourrait vous convaincre que la peine de mort est une bonne chose? Non, ce que je dis, c'est que dans un référendum, si la position qui est pas la mienne l'emporte, ça se peut que j'ai pas raison. Moi, sur la peine de mort, je suis convaincu d'être contre, mais je suis pas Dieu, j'ai pas une connaissance infinie. Je peux me tromper sur différentes questions. Sur ce débat fondamental, sur cette question fondamentale, le rapport au peuple, quel est l'homme des droits de l'homme? Jusqu'où le pouvoir du peuple va-t-il? Notre débat se terminera, car c'est la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment de votre présence ici. Frédéric Bérard, Guillaume Rousseau, merci de votre présence. La semaine prochaine, à La Vie des idées, je recevrai Mathieu Bellil et Jean-François Laniel autour du thème très vaste, les Québécois et la religion. Je vous remercie infiniment et à la semaine prochaine.